Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 191e numéro du Synthé Night Club. Bon, et ben ça y est, nous y sommes, c'est le moment de redescendre un petit peu sur Terre. Alors j'aurais bien eu envie de fanfaronner en ce début d'émission, vous dire que oui, on s'en doutait, on le voyait venir. Mais honnêtement, même si toutes les prestations depuis le début de saison n'étaient pas d'excellente facture, je me suis laissé aller à l'enthousiasme général, porté par un bonheur trop rare pour ne pas être dégusté. Alors oui, moi aussi j'avais pronostiqué une victoire des Verts, moi aussi je commençais à penser que notre plan de jeu était porté par des joueurs tellement au-dessus qu'il n'y avait pas besoin de s'adapter. Mais vous savez quoi ? Peut-être que cette défaite est une bonne nouvelle. Peut-être qu'on en a besoin pour pouvoir se remettre au travail, pour ne pas se voir trop beau trop tôt. Alors ce soir, nous allons donc débriefer cette défaite 2-3 contre Guingamp. Nous allons ouvrir le dossier Horneland, non pas à cause de la défaite, mais parce que cette défaite met en lumière des dysfonctionnements présents même dans les victoires. Et puis nous parlerons des prochains rendez-vous avec notamment le match contre Montpellier qui arrive ce samedi 4 octobre. Et pour parler de tout ce beau programme, j'ai en ma compagnie le taulier Joss Randall. Bonsoir Joss. Bonsoir Ken, bonsoir à Valentin qu'on accueille et bonsoir à tous. Et bonsoir avec à nous Gab aussi. également ce soir, celui qui va profiter de l'expérience de Joss pour sa première émission. On souhaite la bienvenue à Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très honoré, très content de faire ma première dans l'émission, malgré effectivement ce petit bizutage, comme on a dit en pré-émission, de cette première défaite de la saison. Mais bon, c'est Saint-Etienne, c'est normal. C'est ça, Valentin, là, en off, il arrive et il dit « Ah, bah super, je commence ma première en débriefant une défaite. » Et on lui a rappelé quand même que nous, on avait débriefé 2 descentes. Et puis, bien sûr, pour faire le lien entre nous et le chat, Gab est là pour nous accompagner. Bonsoir, Gab. Bonsoir Keun, bienvenue Valentin, salut Joss et salut au chat sur Twitch et sur YouTube. Content de retrouver tout le monde. Tiens, juste avant qu'on commence, Valentin, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Alors moi, certains me connaissent sous le pseudonyme Valzinho. Bon, je suis pas non plus un grand tweetos, mais je suis journaliste indépendant. J'ai travaillé à Téléfoot pendant 1 an et demi, 2 ans sous la double casquette rédacteur JRI. Et je suis surtout, avant d'être un fan de foot, fan de Saint-Etienne. Je pense que je peux le dire depuis 24 ans maintenant, passion transmise par mon papa. Et donc voilà, je profite un peu de tout ça pour venir débriefer dans l'émission avec des fins connaisseurs du football et de synthé. Bon, parfait, magnifique. J'avoue que avant le début de l'émission, j'ai vu des photos de toi dans le chaudron avec la chasuble LFP en train de prendre des photos ou avec le micro téléfoot. Ça a un peu la classe. Allez, c'est parti. Que vous nous écoutiez en direct sur YouTube, Twitch ou en replay sur toutes les plateformes d'écoute, c'est parti pour le Synthé Night Club. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors, messieurs, donc ce week-end, on a perdu 2-3 contre Guingamp. Tout simplement pour commencer, votre impression après cette première déroute d'un point de vue comptable de la saison. Joss, je t'écoute. Alors, le mot qui me vient comme ça pour donner juste une impression sur le match, c'est logique. Ce match, on l'a perdu logiquement parce que d'un bout à l'autre, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. En face de nous, une équipe qui a bien compris comment on jouait, surtout qu'on l'a mal joué par rapport à d'autres fois. Qui a été super efficace, pas une équipe impressionnante, mais qui a été super efficace, qu'on n'a pas réellement mis en danger non plus, et qui a su profiter de quelques occasions pour nous planter 3 buts. Voilà, donc ça pose évidemment un certain nombre de questions, ce qui semble comme un coup d'arrêt. On a dit tout à l'heure que finalement, en écoutant bien la musique, il y avait peut-être quelques petits bruits de fond qui pouvaient nous laisser penser que ça allait arriver. Je pense qu'il y a des vraies questions de fond à se poser là, sans pour autant tout remettre en cause d'un coup, hein, parce qu'il n'y a pas non plus le feu à la maison, faut pas exagérer. Mais ça doit être vraiment un signal d'alerte qui doit être entendu par pas mal de gens. Ok, Valentin, toi, t'es un peu dans le même état d'esprit, pas forcément inquiet, mais c'est bien, on va pouvoir remettre quelques trucs en question.
Oui, carrément. Comme Josh, je trouve ça logique, mais c'est aussi frustrant. Plus de la frustration que de la déception, parce qu'en fait, c'est frustrant de ne pas avoir fait un 4 sur 4 en septembre déjà. Ça aurait été plutôt bien. Frustrant aussi de perdre à la maison, forcément. Et c'est aussi, en fait, ouais, le fait de nous n'avoir rien montré, de s'être fait marcher dessus par une équipe qui est quand même inférieure. C'est vrai que ça avait été un peu laborieux depuis quelques rencontres. On pense à Boulogne, Amiens, etc. Mais en fait, à chaque fois, on ressortait avec du positif. Et là, face à Guingamp, j'ai l'impression qu'on est un peu ressorti bredouille de football. Et, ouais. Après, ça montre que rien n'est acquis et que ce championnat, malgré qu'on sente un peu, qu'on voit que Saint-Étienne est au-dessus, que ce championnat reste un peu un apprentissage. Et l'apprentissage, on en a parlé en off, ça passe par l'humilité. Et c'est ce genre de performance qui va un peu remettre déjà un pied sur terre et l'autre à l'étrier, je pense. Ouais. Oui, puis Gab, un des autres enseignements, Kun, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est que pour tous ceux qui pensaient qu'on avait une marge super importante par rapport à beaucoup d'équipes, ben finalement, c'est pas tant le cas. Même dans les matchs qu'on a gagnés, on les a pas tous gagnés avec une grosse marge. C'est vrai. On en perd certains contre des équipes effectivement plus faibles. Donc il faudra être très vigilant parce que la marge, elle est pas, probablement pas à la hauteur de ce que les gens imaginaient après l'investissement de cet été en termes d'argent. c'est vrai qu'après le mercato estival, beaucoup ont parlé du PSG de la Ligue 2. Peut-être que Le l'écart entre premier. Saint-Etienne et la Ligue 2 est quand même plus faible qu'entre le PSG et la Ligue 1, on va pas se mentir. Oui, Gab, alors ça c'est très intéressant comme ouais. ce que tu dis parce que j'en parlais avec des amis ce week-end. Alors on est très très loin de le PSG de la Ligue 2 au sens où en fait en Ligue 1 aujourd'hui plus personne ne joue contre le PSG. C'est Ouais. tellement plus personne ne joue. Nous on n'est pas encore à ce stade-là parce qu'il y a encore toutes les équipes qui viennent avec l'impression qu'elles peuvent gagner quoi. Et la Hmm. preuve elles y arrivent. Ouais, Donc on Gab, fait pas qu'est-ce qui encore assez de ressort cas. dans le chat là sur sur les premières impressions? Il y a pas mal de frustration forcément avec cette première défaite. On en parlera plus tard, mais on a notamment Franck Follet et Pascal sur YouTube et Twitch qui nous disent que c'est une défaite pour Orneland, celle-là. On a Franck qui nous dit la compo répétitive, attaquant cramé, il n'y a pas eu de turnover, c'est frustrant. Pascal qui nous dit des Verts fatigués car notre entraîneur a oublié de faire tourner son effectif. Sinon, on a Patrice qui nous dit lorsqu'on ne met pas d'intensité, on redevient une équipe très moyenne de Ligue 2. Vert 85 qui nous dit on a manqué d'impact, on a été en retard dans les duels. Pomme Poche qui nous dit ils ont très bien défendu en face et ont bien analysé nos lacunes. Et on a Axel qui nous dit aussi dommage de ne pas faire tourner cet effectif de qualité. Il y a eu de la suffisance de la part de ceux qui ont eu la chance de jouer. Donc on en parlera tout à l'heure, mais je pense que il y a quelques discussions à avoir sur la gestion d'Orneland, effectivement, sur cette semaine à trois matchs. On va faire un gros point, un dossier Orneland, mais tu parlais là à l'instant de suffisance. Justement, messieurs, si on devait attribuer cette défaite à quelque chose, et je dis pas à quelqu'un, mais à quelque chose, à quoi on pourrait l'attribuer? À de la suffisance, justement, à de la justesse physique au bout de 3 matchs, à un manque d'humilité dont on a parlé aussi, à un manque d'idées. Valentin, tu dirais quoi, toi? Moi, c'est la faute, elle est collective. C'est vrai que c'est trop facile de pointer uniquement le coach du doigt parce que j'ai remarqué que depuis le début de saison, on ne fait aucune bonne première mi-temps. Face à Rodez, on en met deux, je crois. Le score finit 4-0, mais les 20 premières minutes sont poussives. Et à chaque fois, en fait, j'ai l'impression que Saint-Étienne aborde ces matchs avec du relâchement. Et en fait, on est incapable d'arriver en deuxième mi-temps avec un minimum d'assurance et t'en prends trois à la maison. Et pour la deuxième fois de la saison d'ailleurs. Donc en fait, et en plus, si on regarde de plus près les trois buts, c'est 3 erreurs défensives. Donc dire qu'Orneland ne s'adapte pas assez, c'est un fait. Ça nous a beaucoup coûté la saison passée, mais sur le contenu du match, en fait, pour moi, tout ne lui est pas dû. Je trouve que c'est de la suffisance. Ouais, de la suffisance. Tu le rejoins, Joss, là-dessus? Oui, oui, alors moi je ne veux pas parler d'Orneland, mais j'aurais beaucoup à en dire au moment du dossier. Moi je résumerais je résumerais en disant que le match on l'a perdu parce qu'on n'a pas du tout mis l'intensité nécessaire. Et là par contre, il y a probablement des familles de raisons à ça. Pour certains, c'est clairement de la suffisance. Je pense notamment à un ailier Zurico géorgien que Davitashvili. j'adore, voilà, que je ne supporte absolument plus en termes d'attitude. Il m'a bien agacé, moi Pour aussi, pendant d'au- le match. pour d'autres, je pense que c'est des limites physiques. Je pense que Tardieu n'est plus capable de jouer 3 matchs dans une semaine. Voilà. Et ça, bon, on reviendra en Hollande, moi je pense que c'est un peu à lui d'y réfléchir. Il y a un Mouefek, Mouefek c'est Mouefek. Moi je suis désolé parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent ici, mais Mouefek, il avait 30 minutes dans les jambes, quoi. On est à la 8e journée, il a 30 minutes dans les jambes parce qu'il a encore été blessé. Donc
Voilà, et après je pense qu'il y a, un manque de fraîcheur physique parce que pas assez de turnover et probablement pour certains, un manque de fraîcheur mentale et très probablement que dans le lot, il y en a qui se disent: «Bah, on est tellement supérieur qu'en fait, le jour où on n'a pas trop envie de faire d'efforts, ça passera quand même». Bah non, des fois ça passe pas. Ouais, il Voilà, n'y a et pas là c'est besoin pas de passé. forcer, quoi. Ah, moi Voilà. j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu de Guingamp, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être centré forcément sur les performances de Saint-Étienne, mais aussi je trouve que Guingamp a bien joué. Parce qu'on sait que chaque pensionnaire de Ligue 2 va jouer différemment face à nous. Et d'ailleurs, je trouve que les célébrations sont un bel indicateur de à quel point battre Saint-Étienne, ça représente beaucoup pour ces équipes-là, parce que Guingamp, c'est une équipe qui a quand même terminé barragiste la saison passée, donc c'est pas non plus un déshonneur que de perdre face à eux. Et puis en plus, je crois que si je remonte un peu plus loin, c'est une équipe que nous n'avions même pas battue lors de notre saison où l'on monte, je crois qu'à l'aller et au Tout retour à on fait. perd, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais Donc Valentin, quand même, au départ du match, ils sont 10e, ils ont la pire défense de Ligue 2, ils ont pris 15 buts. OK, normalement, si tu fais un autre match, côté vert, tu dois avoir quand même a priori un autre résultat. Après, je suis d'accord avec toi, ils on ont est fait un d'accord. bon match. Ils ont 4-5 joueurs qui sont vraiment intéressants et surtout, Ripoll a très bien compris comment contourner Mm. tactiquement, le jeu d'Orneland le jour où ce jeu fonctionne pas. C'est vrai. Avec tout le monde, avec un bloc qui était quasiment tout le monde dans l'axe, ils sont passés par les côtés, voilà, c'est donc ça, là-dessus, ils ont réussi leur coup et bravo à eux. Mais il n'empêche, enfin, moi, je préfère me pencher sur ce qui va pas chez nous parce que si on avait fait le match qu'on aurait dû faire, je pense qu'on devait le gagner. Ça, c'est vrai aussi. Gab, qu'est-ce qui ressort dans le chat sur les explications de cette défaite? Quelles sont les causes trouvées par nos auditeurs et auditrices? Comme disait Joss à l'instant, la plupart de nos auditeurs enfin, remontent surtout le fait que Saint-Étienne, effectivement, n'a pas fait le match qu'il fallait, quand bien même Guingamp ait fait une super prestation. On a Vers 85 qui nous dit on a été fatigué et en manque d'idées. Céline qui nous dit il y a eu un manque d'efficacité offensive, trop d'occasions non concrétisées et un manque de finition. Sosigno qui nous dit sur les 5 victoires depuis le début de la saison, 4 sont à l'arraché. Il y a encore trop d'insuffisance en défense et au milieu. Seule l'attaque est au-dessus du lot, mais pour le reste, il faut jouer à 100%, voire plus. Du coup, ce qui n'a pas été le cas ce week-end. Sinon, sur YouTube, on a, Laurent qui nous dit moi, je suis en colère. Cette défaite est vraiment celle d'Orneland. Quand j'ai vu la compo, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait? Les joueurs titulaires sont sûrement déjà cramés. Et évidemment, effectivement, sur les 90 minutes, on a pu voir qu'il y avait un manque de fraîcheur. Donc voilà globalement ce qui en ressort. Et on a Patrice qui dit aussi, moi j'aurais dit que Guingamp avait bien joué si Saint-Étienne avait mis un peu plus d'intensité et d'envie. Mais Guingamp ne m'a pas fait forte impression. Donc c'est vrai que souvent on dit que pour un gros match, il faut souvent deux adversaires à 100% de leur capacité. Là peut-être que les Verts ne l'ont pas été ce week-end. Mais ça, j'avoue que effectivement, alors je vous ai écouté, hein, Joss et Valentin, mais vous êtes tous les deux d'accord pour dire que Guingamp a fait une très bonne prestation. Moi, enfin, à titre personnel, j'étais devant ma télé, mais Guingamp m'a pas du tout En fait tout une cas, bonne impression. Je les ai pas trouvés tranchants dans les transitions, je les ai pas trouvés. Enfin, à la rigueur, ils ont tenu le match physiquement, mais j'ai pas vu un grand football proposé ouais. par Après, l'équipe bretonne non plus, quoi. moi, je vais nuancer un peu mon propos quand je dis que Guingamp a très bien joué. C'est plus dans le sens Guingamp a très bien joué son coup. Comme tu Ouais. as dit, ils ont Oui, profité ils ont été des intelligents, failles. en fait. Mm. Des Ils failles ont été tactiques, intelligents. exactement, ouais, c'est ça. Et malin aussi, parce que Ouais. notamment le gain de temps sur Ouais, certaines fautes à la l'attitude. fin, voilà, exactement. Dans l'attitude, ils ont été meilleurs, tout simplement. Ouais. Alors, on a demandé à quoi on pouvait attribuer la défaite, et maintenant c'est le moment de passer à ce qui fâche. À qui est-ce qu'on peut attribuer cette défaite? Est-ce qu'on l'attribuerait plutôt à Horneland, aux individualités pas forcément concernées, comme le disait Joss, au collectif qui était dissous là pendant ce match, ou à un problème physique qui surviendrait après l'enchaînement de ces 3 matchs. Après, on rappelle, hein, bien sûr, comme à chaque fois, que les autres équipes aussi ont enchaîné 3 matchs. Bah, je sais Allez, pas à qui vas-y, tu poses tire, la Joss. question en direct, mais je vais tirer le premier. Alors moi, j'ai fait bon, comme tu as lu ma chronique et comme tout le monde ici, tu sais que j'ai fait mon choix. Évidemment que c'est un problème qui est multifactoriel et collectif, mais dans tous les problèmes qu'on a remontés, je pense qu'il y a un moment donné, ils sont tous de la responsabilité du coach.
On a parlé de problèmes peut-être d'un groupe fatigué, usé. On a un coach qui fait quasiment pas de turnover. Moi, je n'ai pas compris. Enfin, Boaki, vous l'avez vu à Amiens, à la 75e, il avait le capot ouvert, Boaki, à la 75e. Et ben là, il redémarre. Il a le capot ouvert dès la 15e. Il a Ouais. au moins 2, voire 3 solutions, si on imagine que Dufus peut jouer sur un côté, pour faire souffler Boaki. Et ben il le fait pas. Ça, pour moi, ça, c'est un vrai sujet. Alors, OK, au milieu, il a un peu moins de possibilités. Quoique, il aurait pu être un peu inventif. Il aurait pu imaginer de faire monter un Bernard dans le milieu, par exemple, un poste qu'il a déjà occupé. Mais en fait, il a répondu à ça. Il dit que lui, il faut créer des automatismes, c'est toujours les mêmes qui jouent. Ouais, pour moi, c'est une vraie question, ça. C'est une vraie question, la gestion de l'effectif. On lui a donné un effectif qui est étoffé. Alors, probablement un peu déséquilibré, c'est qu'il y a beaucoup d'attaquants, il y a peu de milieux. Mais il s'en sert pas, en fait. Enfin, je veux dire, il Ouais. fait jouer tout le temps les mêmes. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle, à mon avis, il est responsable. La deuxième raison pour laquelle il est responsable, c'est que si dans le lot, il y a des joueurs qui ont pas le bon état d'esprit, c'est aussi à lui de le voir, c'est aussi à lui de les challenger. Je pense encore à notre ami Zorico David Echevelus, qui, là, pour cette raison-là, aurait mérité d'être sur le banc. Mm. Et puis après, je pense tout simplement à cette espèce d'obstination tactique, à un moment donné, où il n'a qu'un schéma, il ne veut pas en changer. Le jour où ce schéma-là fonctionne pas bien, il n'a pas bien fonctionné samedi. On a vu beaucoup de monde dans l'axe. Si tu as une équipe intelligente en face, elle fait le tour, quoi. Voilà. Ouais. C'est ce Et que comme il Guingamp a fait. n'apporte pas, exactement, et comme il n'apporte aucune réponse tactique pendant les matchs, c'est juste go, 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 go. C'est-à-dire que le seul truc qu'il semble connaître comme levier managérial, c'est de faire courir les mecs. Bah, au bout d'un moment, moi, je trouve ça un peu court. Donc oui, pour moi, clairement, c'est lui le responsable. Un peu court, littéralement. Exactement. Valentin, est-ce que tu as du grain à moudre à apporter au moulin de Joss sans revenir trop sur Horneland parce qu'on va faire une grosse étape sur sa gestion? Ouais, je voulais quand même effectivement mettre un point d'honneur à parler de la continuité que voulait mettre en avant Horneland. C'est vrai que en fait, les joueurs étaient littéralement cramés. Et il y a Karl qui est, j'ai l'impression, en alternance chez l'INSEE en ce moment, qui publie chaque semaine des statistiques. Et il a mis en exergue le temps de jeu de chacun des offensifs. Il a mis Dufus 17 minutes, Holt 23 minutes, Cardona 106 minutes, David Agili 171 minutes, Boaki 246 minutes, Stassin 261 minutes. Donc en fait, on voit le déséquilibre en termes de temps de jeu par rapport à tous les offensifs. Et c'est assez révélateur, c'est assez criant. Et on se rend compte, en regardant de plus près toutes ces minutes jouées, que si on n'a pas été proactif devant sur j'ai envie de dire, les 2 derniers matchs, c'est aussi parce que Horneland n'est pas capable de faire des turnovers. Et c'est marrant parce qu'on a vanté la profondeur du banc au mercato, avec voilà, des postes doublés, voire triplés. Et en fin de compte, on est à je sais quoi, c'est cette 7e, 8e journée, je ne sais plus. Et on se rend compte que ça pose déjà des problèmes. Alors, est-ce que c'est parce que les joueurs, la semaine à l'entraînement, ils montrent pas ce qu'il faut? Est-ce que, enfin, je sais pas, mais en tout cas, il y a des questions qui se posent. Et c'est vrai que j'ai bien aimé, Joss, dans ta chronique aujourd'hui, quand tu dis mourir avec ses idées, mais mourir quand même. Mm. C'est ça le problème pour moi. C'est très criant, ouais. Ouais, bah ça, je pense qu'on va en revenir dessus dans le dossier, parce que je Oui, pense que c'est un point majeur oui, c'est un de point la central. personnalité de ce mec-là. Ouais. Ouais, c'est un point central. Autre élément quand même du match j'allais dire d'hier, de samedi, c'est que par rapport au début de saison où j'ai pas trop remarqué ça, j'imagine qu'on s'est tous rendu compte que le match avait été assez intense en termes de frustration, d'énervement, de nervosité. Et du coup, est-ce que pour vous, il y a eu peut-être un petit problème d'arbitrage samedi qui fait que on a vu que Michael Lesage avait pas mal laissé les joueurs faire des petites fautes en début de match, et est-ce que le fait que le match se soit un peu envenimé petit à petit, vous l'attribuez surtout à la nervosité stéphanoise qui fait que on voyait le résultat s'éloigner, ou est-ce que il y a potentiellement eu aussi un problème avec l'arbitrage samedi? T'en penses quoi, Valentin?
Moi, j'ai pas trouvé d'erreur d'arbitrage flagrante. C'est effectivement une question de nervosité. En fait, les joueurs ont vu le match leur échapper. Concrètement, Bernauer, c'est totalement ce qui explique son geste. Face à des joueurs qui étaient plus intelligents, plus malins. Et pour la première fois de la saison, peut-être, les SSE étaient malmenés. Et forcément, quand t'as pas l'habitude, et bah les vieux démons ressurgissent entre guillemets et ça crée toutes ces choses-là. Avec voilà, quand je redis les gains, pardon, je le redis, les Guingampais ont été très intelligents avec ces gains de temps, avec ces simulations. Et au bout d'un moment, bah les joueurs comme Larseneur, des joueurs comme Bernauer qui sont souvent piqués dans leur ego, et bah ça fait mouche. Ouais, Joss, pareil, sans parler d'erreurs flagrantes d'arbitrage, Ouais, est-ce qu'il y a eu ah, une gestion du match un peu en dilettante ouais, je suis pas sûr que le Sage ait fait le meilleur match de sa vie, c'est clair. Il y a des situations qui lui ont échappé, il y a eu des choses qu'il a sifflées d'un côté, pas vraiment de l'autre. Mais après, moi, je parle pas trop d'arbitrage en général. Je crois pas qu'il faille même en parler en fait, parce Oui, que ça serait c'était juste Ouais, essayer. c'est histoire vrai. d'être exhaustif En fait, sur tous les ça, aspects ça, du match. ça serait se donner des raisons, de trouver des Hmm. raisons exogènes. Je pense que le match, si tu le joues comme tu dois le jouer, on parle pas d'arbitrage ce soir, voilà. Ouais. Après, oui, ils ont été malins, hein. Il y a deux, trois mecs qui ont une mentalité un peu douteuse. Mais sur pareil, enfin, je veux dire, quand tu t'affirmes comme le numéro un, tu dois être capable de passer au-dessus de ça. Enfin, tu dois être capable de gagner suffisamment largement tes matchs, de dominer suffisamment ton sujet pour être à l'abri de ce genre de choses. Voilà. Ouais. C'est vrai. Gab, avant qu'on Juste passe. un truc, 2 secondes. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, ouais, je voulais juste ajouter justement par rapport à la frustration de l'équipe ce week-end. On parle de fatigue physique, mais il y a peut-être aussi la fatigue mentale justement. Comme Orneland n'a pas trop fait tourner les 11 sur les 3 matchs, tu gagnes contre Reims un peu à l'arraché 3-2, tu gagnes à Amiens 1-0 à l'arraché aussi. Peut-être que les mecs en fait étaient aussi un peu Mm. cuits mentalement d'enchaîner 3 matchs aussi, autant 3 matchs au couteau comme ça aussi, hein. Ouais. Ouais, je C'est suis vrai. d'accord sur Et du coup, tu as Boaki, la par frustration exemple. qui vient. Ouais. Boaki, c'est un mec que j'ai vu dans le dur dès le début du match, et pourtant, on peut pas trop lui reprocher son état d'esprit en général. Je pense il était lessivé dans sa tronche, en fait. Hmm. Mm. Contrairement à mon ami David Sorico, David Echevelus, qui lui, juste pas envie de jouer, quoi, comme ça lui arrive une Bon, fois ou alors, deux. De t'inquiète, temps en temps. on va tirer sur David bien sûr, quand on va parler des individualités, mais avant ça, Gab, dans le chat, qu'est-ce qui ressort un petit peu là de notre discussion et de à la fois la nervosité et voilà, de notre discussion qu'on vient d'avoir, quoi, tranquillement. Ouais, ouais, ouais. Pire transition Bah, ever. il y a Pompoche qui dit que Pompoche qui nous dit que l'excuse de la fatigue des 3 matchs, elle est pas vraiment recevable parce qu'au final, il a raison. Toutes les équipes ont joué 3 matchs cette semaine. L'excuse, et du coup, pour lui, faut arrêter avec l'excuse que les joueurs de Saint-Étienne étaient rincés puisque ceux de Guingamp étaient plus frais apparemment. On a Zuber qui prend la défense de l'Arseneur. Il y a peut-être eu des messages, ou alors il a vu des critiques sur le match de l'Arseneur et peut-être qui nous dit. Ne dites pas qu'on perd le match à cause de l'Arseneur. La défaite est pour Orneland avec son 11 catastrophique. On a Pépito qui nous dit Orneland c'est zéro QI foot. On a Jos42 qui nous dit Orneland a apporté quoi à la SSE depuis presque un an? C'est la vraie question. On a Pompoche qui nous dit aussi c'était un mauvais match comme il va en arriver tout le temps. Vous ne pensiez quand même pas qu'on allait faire une saison en restant invincible. On a Franck Follet par rapport à sur YouTube, on va en reparler, mais par rapport à la gestion des temps de jeu, qui nous dit on ne gagne pas un titre avec 11 joueurs, mais avec 18 ou 20. Donc là, c'est peut-être enfin sûrement une des erreurs d'Orneland cette semaine. Et il se demande également si Cardona, Benold, Dufus, etc. Ont fait une connerie à l'entraînement dont on n'aurait pas eu vent, puisqu'il nous dit ils sont sur le banc à chaque fois, c'est incroyable. Et comme le disait Valentin, avec les superbes stats de Opta Karl, bah, ils ont quasiment pas joué sur cette semaine à 3 matchs. Donc voilà à peu près ce qui ressortait sur les chats. Alors qu'il a une tellement belle moustache, Benold. Juste un truc sur ce que En plus. sur ce que je viens d'entendre. Effectivement, moi, est-ce qu'on resterait invaincu toute l'année? Bon, j'en rêvais sans trop y croire. Par contre, je pensais pas qu'on allait tomber contre Guingamp à domicile. Hmm. Ça, pour le coup, c'est une claque quand même. Ouais.
On va revenir un petit peu sur les individualités. J'ai envie qu'on mette 3 individualités en avant. Tout d'abord, Michael Nadé, parce que je ne sais pas si vous avez vu les notes de Peuple Vert, mais donc c'est lui qui a été élu homme du match. Et je pense qu'on va être à peu près d'accord pour dire qu'il a fait quand même une belle prestation au milieu du marasme. On se répète un petit peu du coup de semaine en semaine, mais est-ce que finalement, lui qui était parti pour être le 3e défenseur central cette saison, est-ce que ce serait pas lui le meilleur de l'équipe, en tout cas avant-hier soir? Et est-ce que c'est pas aussi un peu inquiétant quand on regarde la seconde mi-temps qu'il ait eu autant besoin de se projeter offensivement? On sait que c'est lui qui a marqué le but de la réduction du score, mais c'est aussi parce qu'il a multiplié les montées offensives. Est-ce que ça vous inquiète un petit peu que Nadé ressorte du lot quelque part? Je sais que Joss, c'était pas forcément ton chouchou pendant un moment. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de Nadé et de son match de samedi? Je vais faire attention à ce que je dis parce que l'infirmière Leila Reb est dans le chat, donc faire attention à pas toucher au chouchou. Non, mais en plus, non, mais je dis ça pour déconner parce que évidemment que c'est le meilleur vert samedi. Je pense que personne n'aurait l'outrecuidance d'en douter. Est-ce que c'est inquiétant? Pourquoi ce serait inquiétant? Enfin, on a un mec qui tient la baraque sur tous les matchs, qui est constant, etc. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça en fait au moins un. Effectivement, ces montées offensives ont rapporté des situations offensives, des points, des buts. Donc tant mieux, ça c'est quelque chose qui est plutôt nouveau chez lui. Après oui, je comprends le fait de dire on ne devrait pas compter sur ce mec-là pour le potentiel offensif. Après, quand ça marche pas pour les autres et que lui il apporte sa pierre à l'édifice, tant mieux. Tant mieux. Moi, je suis très content pour lui. En fait, c'est l'histoire de Michael Nadé. C'est un mec que tu attends nulle part, en fait. Et que moi, effectivement, j'attendais nulle part parce que je lui voyais très peu de qualité au tout début. Et qui, en fait, là où tout le monde le donne perdant, partant, il est toujours là, quoi. Il est toujours là. Il s'est imposé. On avait dit que la charnière, ça serait Bernauer, Lamba. Finalement, c'est pas Bernauer. Euh, donc, ouais, moi, je suis content pour lui. Voilà, je suis content pour lui. Ça fait partie des mecs, je trouve, qui progressent. Voilà. Qui progresse et qui pourtant, on parlait des mecs qui pouvaient être fatigués mentalement, hein. Enfin, lui, il en a connu 2 des descentes, hein. Je veux dire, parmi les mecs usés, il aurait pu, lui, moi, je m'attendais vraiment à cet été à ce qu'ils disent: «Moi, je vais voir ailleurs, hein, parce que là, j'en ai un peu marre de descendre». Et ben, il est resté et il assume et on n'entend pas parler de lui par ailleurs et il fait le taf, donc voilà, Ouais. bravo Mickaël Nadé. C'est vrai. Bravo Michael Nadé. Et allez, je te reprends le bâton de parole parce que on sait ce que tu as pensé de son match. Valentin, je vais venir vers toi pour qu'on parle du cas Davitashvili. Est-ce que son match, on peut le considérer comme honteux? Parce que honnêtement, il y a faire un mauvais match et ne pas se donner les possibilités de faire un bon match. Son attitude avec et sans le ballon a été déplorable, aucune justesse technique, une création proche du néant, il est sorti en marchant. Est-ce que pour toi, là, c'est retour illico sur le banc après 2 matchs en tant que titulaire? Mm. Bah, t'as à peu près résumé tout ce que j'ai détesté du match de Davitashvili et ma réponse, donc, elle va être concise, ça va être un grand oui. En fait, le Davitashvili de samedi, c'est le Davitashvili que je n'aurais pas regretté en cas de départ au mercato cet été. C'est quand il a pas envie, il a pas envie, et quand il est pas bon, il est pas bon. Ce joueur, c'est noir ou blanc. C'est aussi simple que ça. Quand il est en difficulté, il n'a jamais de coup d'éclat. Et samedi, il était en difficulté. Et bah au final, il a pondu une immondice. J'ai envie de dire, je vais être poli. Donc c'est clairement le match de la honte. Et un match ne suffirait pas, je pense, pour comme conséquence de punition. 2, 3, ce serait très bien. Et quand on a la possibilité derrière d'avoir un mec comme Cardona, qui lui, pour le coup, a pas toujours fait des excellents matchs. Il n'est pas forcément super bon depuis le début de saison, Mais on peut pas mais lui qui n'a reprocher jamais son état triché, par d'esprit. contre. Ouais. Il n'a jamais triché. Valentin, pousse ta réflexion plus loin encore. Tu dis le Davitashvili que j'ai vu samedi, c'est celui que j'aime pas et que j'aurais pas regretté quand il part. Mais est-ce que tu te souviens de matchs pleins de Davitashvili? En Non, fait, non, avec Davitashvili, soit on a des merdes comme on a vu samedi, soit on a un match où on le voit peu et où il débloque la situation. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça a été ça toute la saison dernière. Ça, Il a eu c'est des quand même coups court, d'éclat hein. au mois d'octobre. C'est vrai qu'il a été très bon, voire exceptionnel au mois d'octobre, récompensé du titre du meilleur joueur du mois en Ligue 1.
Mais c'est vrai Et même il à frôle Amiens, même à plus. Amiens récemment. À Amiens, il te débloque la situation, Oui, à le Amiens. crochet, effectivement, la frappe sur le poteau. Enfin, Mais, ouais. mais ouais, c'est vrai que j'ai quand même du mal de temps en temps avec ce joueur. Que les jambes soient pas là, soient pas tout le temps là, c'est pas grave. Mais que la tête y soit très rarement, ça c'est effectivement beaucoup plus problématique. Hmm. Et je vois votre cas dans le chat qui dit d'ailleurs David Ajuillet était le premier à quitter le stade. Bon, c'est pas une info capitale, mais ça Mais illustre oui. effectivement un petit peu euh, son état d'esprit. On va revenir sur une troisième individualité parce que ça me semble assez important. C'est si la SSE était un film, Maxime Bernauer serait un des personnages principaux cette saison. Qu'est-ce qui s'est passé avec Maxime Bernauer? Comment on explique son match qu'on va qualifier de raté, hein, tout simplement, et comment on explique sa crise de nerfs là, de fin de match? Est-ce que c'est simplement l'agacement? Est-ce que c'est l'attachement au club et au fait que le joueur adverse va célébrer devant le COP? Est-ce qu'il en a peut-être aussi un peu marre, sans l'avouer, d'être trimballé à droite à gauche selon les matchs? Et même pendant les matchs, parce que quand Ferreira est rentré, il a changé de côté. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais au-delà de cet événement de fin de match, euh, le fait qu'il soit un défenseur central, je trouve, c'est beaucoup vu samedi, où il a énormément pris l'intérieur et où on n'arrivait pas du tout à étirer les lignes. Et je pense qu'il en est en partie responsable. Just, t'en penses quoi du cas Bernauer? Bah, j'en pense comme toi, c'est-à-dire qu'il a vraiment beaucoup intériorisé. On avait déjà vu ça, et les moments où il a joué dans les 2 postes latéraux, il avait cette tendance, pas toujours. Après, je pense qu'il il a été dépassé. Et comme c'est un mec qui, je pense qu'on pourra pas lui reprocher enfin, c'est un mec qui s'investit en fait, même émotionnellement. Je pense que la mauvaise prestation qu'il devait bien sentir qu'il était en train de faire, ajouté à la frustration, ajouté à tout ça, a fait qu'il a été débile. Je pense que c'est un mec qui est capable d'être débile. Pourtant, quand on l'entend d'après match, je dis qu'il y a quand même quelque chose entre les deux oreilles, ce garçon. Mais voilà, je pense qu'il a été pris il a été pris dans le truc. Après, son match est pas bon et, et la frustration, je pense qu'elle vient aussi Mm. de l'analyse qu'il faisait de son propre match. Il sait qu'il a été dépassé et voilà. Débile, le mot est fort quand même, hein, pardon, mais Ouais, si, c'est débile. Enfin, je veux dire, enfin, ça va, il lui a pas mis C'est un pas pain non intelligent. plus. C'est pas intelligent. Il a voulu ouais, l'éloigner du COP. mais mais c'est un mec qui a quoi, 27 ans, Bernard? Il doit savoir que ça va se terminer par un rouge. S'il prend un mec qui le fout par terre, il doit le savoir. C'est pas un gamin, quoi. Hmm. Donc quelque part, pour moi, c'est un côté un peu débile. Après, je lui en veux pas majoritairement. Bernard est un peu comme l'Arseneur. J'ai l'impression il a vraiment envie de devenir un peu, enfin, d'être très proche des supporters, de porter haut le blason, etc. Je pense qu'il a envie de cultiver cette image-là, qui est probablement sincère. Et là, dans ce geste-là, il a voulu aussi faire ce geste-là pour les supporters en disant: On va pas laisser les mecs venir vous faire chier. Mais ça reste pas très intelligent, quoi. Voilà, ça reste pas très Ouais, c'est pas intelligent, intelligent. voilà, c'est comme ça. Après, je lui en veux pas fondamentalement. Je pense aussi que il a fait quelques matchs intéressants en latéral, pas tous, et celui de samedi était pas du tout intéressant. Hmm. Et là, on a vu les limites du garçon par rapport au poste. Ouais. Bah, justement, Valentin, sur cette question un petit peu plus tactique et moins émotionnelle, le match de Bernauer et l'absence du coup de Bernauer sur les prochaines rencontres à cause de ce carton rouge, est-ce que c'est pas ça finalement peut-être la plus grosse défaite du week-end? Voilà, la plus grosse défaite, je sais pas, parce qu'on parle quand même d'un mec qui a été sur les 3 derniers matchs titularisé à un poste qui n'est pas le sien, donc je pense pas que le retour de Ferreira sera préjudiciable. Mais après, moi je vous trouve un peu dur avec le match de Bernard, parce qu'en tout cas offensivement, je trouve qu'il y avait vraiment de la volonté. Il fait une ou deux ouvertures, notamment une pour Stassin, je ne sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps, qui peut clairement donner une opportunité, enfin qui donne une opportunité de but derrière. Mais c'est vrai que, alors je voulais juste revenir sur l'aspect mental. Tout à l'heure, il y avait un commentaire qui disait que on ne pouvait pas imputer cette défaite à la fatigue mentale de l'équipe. Je pense que pour le coup, Bernard, c'est une fatigue mentale. Le mec a été trimballé depuis le début de la saison. Il a joué quasiment tous les matchs, si ce n'est tous les matchs. Dites-moi si je me trompe, je ne sais plus.
je pense que vraiment, enfin, la tête et les jambes étaient aussi lessivées. Et ouais, je pense que le retour de Ferreira va faire du bien à la fois à l'équipe et à la fois à Bernauer. Et c'est vrai qu'on peut pas non plus faire je vais être un peu méchant, un âne, un cheval de course. Que voilà, comme j'ai dit, il n'est pas latéral droit de métier. Et je trouve qu'il a quand même plutôt bien dépanné depuis. Donc ouais, je pense que voilà, Ferreira va faire du bien. Mais ne jetons pas trop en Ouais, pâture Bernauer. oui, oui. Comment réagit le chat sur le dossier Maxime Bernauer? Ça m'intrigue de savoir comment les gens ont vécu ce carton rouge et ce match. Ouais, la plupart de nos auditeurs trouvent quand même que le carton rouge n'est pas très intelligent. Quand bien même il ait voulu défendre les supporters et tout ça, enfin, c'est quelque chose qui au final va être préjudiciable pour l'équipe puisqu'il enchaînait les matchs ces derniers temps. Après, on a quand même un commentaire que j'ai vu passer tout à l'heure, je n'ai plus le nom, mais qui nous disait que le point positif pour le match à Montpellier, c'est que du coup on aura deux vrais latéraux, Anan et Ferreira du coup, puisque Bernauer ne Ouais. pourra pas jouer. Donc peut-être que ça pourrait être un des points positifs dans ce point négatif-là, on va dire. Mais sinon, globalement, les gens ne tombent pas forcément non plus sur Bernauer. On a Laurent qui nous dit Bernauer ne triche pas, alors qu'il a été trimballé un peu partout. On a, hum, on a quand même ouais, quelques messages qui reviennent sur le fait que c'est pas un geste très intelligent. Et puis sinon, sur le reste des joueurs, j'avais demandé un petit peu ce Ouais. que les gens avaient pensé des cas individuels. Euh, on a Jérém Magique qui nous dit Larsonneur a été catastrophique, un bon gardien est un gardien régulier et lui ne l'est pas. Du coup, il met en flop David Ajuli, Tardieu et Larsonneur. On a Joss sur YouTube, Joss42 qui nous dit Nadé et puis c'est tout en flop, en top pardon. Le reste c'est que des flops. Orneland aussi. On a Leïla qui on le disait était une grande défenseuse de Nadé depuis toujours, qui nous dit Osvaldo Nadé. Franchement, je sens beaucoup de mépris chez Plus beaucoup que de ça, gens. plus que ça. C'est vraiment dingue. On a Axel qui nous dit Nadé a le mérite de gagner sa place à chaque saison. Sinon, on a Kurko87 qui nous dit justement par rapport à David Tajuli et son attitude, peut-être qu'il n'a pas digéré son vrai faux départ, on pourrait dire, son non-départ de l'été. On a Underdark qui fait une petite référence cinématographique qui nous dit il faut faire venir les époux Warren pour résoudre le cas Zorico. Céline qui nous dit David Tajuli, c'est vraiment l'ombre de lui-même, aucune présence, aucune influence, c'est vraiment frustrant. Et Céline, elle nous met en top Nadé, elle nous met Larsonneur et Lamba, et elle met en flop David Tajuli et Tardieu, qui, comme on l'avait dit au début d'émission, a peut-être un petit peu tiré sur la machine en enchaînant les trois matchs cette semaine. Ouais. Les gens sont durs avec l'Arsenal, je trouve, hein. Parce que j'ai vu pas mal, Bah, moi, de enfin, commentaires sur. ouais, j'ai vu aussi. Après, l'Arsenal, il fait pas un bon match quand même. Non, je Notamment sais sur pas. le deuxième but, il fait pas un bon match. Mais Après, il fait un match extraordinaire le match d'avant. Là, il fait pas un bon match. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'est pas le seul à pas faire un bon match. Mais en tout cas, c'est pas forcément sur lui que doit reposer effectivement la responsabilité de la défaite. Et justement, est-ce qu'il n'est pas l'heure d'ouvrir notre dossier Eric le Viking, comme Joss aime l'appeler, et Eric Horneland. Eric Horneland, donc, en conférence de presse avant le match, parlait de continuité pour justifier ces 11 de départ qui se ressemblaient beaucoup depuis le début de saison et notamment sur cette semaine à 3 matchs. Avant de parler plus précisément de quel changement vous auriez fait, est-ce que cet argument de la continuité, déjà, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est avant le match, vous vous disiez ah bah oui, c'est vrai que quand même il faut valider un 11 type pour avoir des résultats. Valentin, t'en penses quoi de ça? bah, oui, c'est comme ça qu'on forge un 11, mais la continuité à quel prix? À partir du moment où le match ça se passe pas bien, il faut quand même faire des changements. En fait, c'est le problème d'Orneland, ça reste. Moi, j'adore cet entraîneur. Je trouve que il a une philosophie de jeu et une mentalité qui coïncide énormément avec ma vision du football et ce que j'aimerais voir à Saint-Étienne. Mais il est beaucoup trop dogmatique et pas assez pragmatique. Et on l'a vu déjà en Ligue 1 toute la saison dernière, j'en ai parlé en début d'émission, mais combien de matchs ça nous a coûté le fait qu'il ne se soit pas adapté à l'adversaire et qu'il ait voulu prôner son football tiki-taka offensif. Et au final, voilà, ça a pas payé. Ouais, c'est ça le problème face à ce genre d'équipe comme Guingamp et face à
beaucoup d'équipes cette saison qui mettront le bus et qui joueront uniquement en contre-attaque ou alors sur des petites erreurs individuelles sur coup de clarité ou que sais-je. Donc ouais, c'est un peu le premier avec Corneland. Mais encore une fois, peut-être que ce ne sera qu'un accident et que face à Montpellier, Saint-Brieuc remettra quasiment les mêmes joueurs et ça marchera. Donc, faut pas trop non plus juger trop vite. On est qu'en début de championnat. Je pense que c'est plutôt le genre de choses qu'on juge en novembre, décembre, enfin la trêve. Mais c'est vrai que ça peut être vachement frustrant par moment, quoi. Joss, est-ce que ce manque d'adaptation dont parlait Valentin et dont tu as parlé aussi dans ta chronique du jour, c'est quelque chose qui te fait peur pour la suite? Oui, alors je suis un peu partagé parce que je suis un peu de l'avis de Valentin, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier quand même que ce jeu un peu chatoyant, quand ça marche, c'est chouette à voir, ça a donné des matchs offensifs, ça a donné des résultats, des victoires, des buts. Moi, ce qui m'ennuie, c'est l'aspect monolithique, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il ne connaît qu'une chose. Avant de venir, j'étais sur une autre radio, ça parlait d'Olivier Glasner, la star montante de Crystal Palace, l'Autrichien. Et tous les intervenants disaient que ce qui est surprenant avec ce mec-là, c'est qu'il fait travailler toutes les animations à ses groupes, toutes, pour avoir la capacité de s'adapter. Et dans le foot moderne aujourd'hui, enfin moi je connais pas beaucoup d'autres entraîneurs qui n'ont qu'un système. Euh, donc ça tourne un peu à l'obstination. Donc ça va marcher dans certains cas, ça va marcher, mais ça va marcher peut-être de moins en moins au bout d'un moment parce que les gens vont s'adapter aussi. Donc il va falloir qu'ils fassent preuve d'inventivité et j'ai peur qu'ils connaissent qu'une méthode en fait. Hmm. Moi, c'est Ouais. ça qui. Alors, tu disais tout à l'heure la continuité. Est-ce que c'est valeureux de vouloir jouer la continuité d'un groupe? Oui, mais ça dépend ce que ça cache. On comprend tous ce qu'il veut faire quand il dit moi j'ai besoin de créer des automatismes, machin. Et ça, dans ce sens-là, j'ai envie de dire oui, tu as raison. Mais si ça cache une peur d'être capable de faire évoluer ton équipe différemment, là, pour le coup, pour moi, ça devient sclérosant. Et le temps passant, j'ai peur quand même qu'effectivement, comme le disait Valentin tout à l'heure, on soit sur quelqu'un de dogmatique jusqu'à en être borné, en fait. Eric Borneland, quoi. Disait Jupra. Et ça, je pense qu'au bout d'un moment, ça aura sa limite. Ça aura sa limite, alors en Ligue 1, c'est sûr, on l'a déjà vu l'année dernière, mais ça aura peut-être même sa limite en Ligue 2, parce qu'on voit déjà que des équipes comme Guingamp, hein, si Marie-Paul, c'est pas le génie du siècle, hein. Enfin, il a regardé, il a compris, en fait. Hmm. Voilà. C'est vrai. Et tous les autres entraîneurs de Ligue 2 qui ont vu le match là de samedi, je pense que s'ils sont pas trop bêtes, voilà, ils vont probablement jouer comme ça. Donc, ouais, moi, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur parce que je vois pas le temps passe et je vois pas de remise en question de quoi que ce soit. Et je vais même un peu plus loin, c'est-à-dire que même ces confs de presse m'inquiètent en fait. Parce que dans toutes ces confs de presse depuis le début de l'année, il est jamais content, hein, il trouve toujours que c'est pas des bons matchs. Et il répète toujours la même chose, ça a manqué d'intensité, d'intensité, d'intensité. On n'entend jamais parler de possiblement d'autres façons de jouer, d'aborder les matchs tactiquement différents. Il a que ce mot à la bouche, quoi. Ça manque d'intensité. Alors bon, moi j'ai peur que ça suffise pas et j'ai peur qu'il se sclérose. Voilà. Hmm. Et du coup, j'ai peur aussi qu'ils finissent par perdre un peu les joueurs. À un Eh moment ben, donné où ils vont peut-être du coup, mentalement fatigués, ces gens-là. eh Et ben, encore plus ceux qui jouent jamais. justement, très bonne transition. Donc, avoir une continuité, certes, ça peut créer des automatismes. Enfin, ça peut être vertueux à plein d'égards. Moi, je sais que quand il parle de continuité en conférence de presse, moi, c'est quelque chose qui me plaît, j'avoue. Après, en pratique, je ne suis pas entraîneur et je sais pourquoi. Et le fait que il ait tout un groupe à gérer, est-ce que Valentin, tu penses que ça peut nuire au bon fonctionnement de ce groupe? Est-ce que des joueurs comme, bah, tu citais Opta Karl tout à l'heure, est-ce que un Dufus, joueur comme ouais. Joshua Dufus qui a émis le souhait de rejoindre Saint-Etienne au mercato estival, qui a montré des bonnes choses quand même depuis le début de saison, le fait qu'il ait joué 17 minutes en 3 matchs, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire que bah, Horneland le perd, quoi, que derrière il soit aussi investi que David Ashvili derrière?
J'ai envie de dire oui, mais j'ai envie aussi de dire non, parce que si le mec, enfin, s'il perd un joueur au bout de 7-8 journées, c'est qu'il y a un souci déjà Hmm. avec le joueur. Du FUS, on parle d'un mec qui était même pas titulaire, qui jouait avec la réserve de Brighton. Alors certes, en Angleterre, c'est joué en Angleterre, mais il a aussi plein de choses à prouver. Et si Stassin, avec sa petite prépa, revient et est titularisé à tous les matchs, c'est peut-être parce qu'il y a un premier mec, un Dufus par exemple. Donc oui, c'est vrai on a la possibilité cette année de jouer d'un effectif assez grand et plutôt qualitatif, mais moi je vois comment je peux dire ça. C'est aux joueurs aussi de se mettre au diapason et des joueurs comme Hall. D'ailleurs, j'ai pas trop compris. J'ai vu qu'il avait liké le post de Guingamp sur Instagram, le post de la victoire. Bon, c'est petit aparté, mais peut-être qu'effectivement c'est un signe de détachement aussi mine de rien. Mais enfin, les mecs c'est des professionnels, donc je vois pas comment, en étant adulte, conscient, qu'on puisse se démotiver parce que on ne joue pas en début de championnat. Je trouve que c'est plutôt c'est une chose motrice et c'est aux joueurs en fait. Je pense pas que ce soit la faute d'Ornelon s'il perd son groupe, c'est juste que les joueurs n'ont pas envie d'être intégrés à ce groupe parce qu'il y a Hmm. rien de mieux que de la concurrence, il y a rien de mieux que de l'intensité. Et oui, la continuité, mais la continuité, c'est souvent les meilleurs joueurs qui jouent. Et si les meilleurs joueurs jouent, c'est parce que les autres sont moins bons. C'est aussi simple que ça, des fois. C'est A plus B le football. Ouais. Mais au niveau de la rotation, Joss, je me tourne vers toi parce que on parle beaucoup de l'équipe titulaire. Sauf que depuis le Covid, on est dans un football désormais où on peut faire 5 changements par match. Je sais pas si ça vous réjouit dans le chat. Enfin, c'est discutable. Mais en tout cas, on est dans une ère où il y a 5 changements par match. On sait que contre Amiens, par exemple, il a fait que 2 changements. Là, les changements, ils arrivent assez tardivement, à part David Tachvili, mais qui aurait pu être remplacé à la 15e minute, ça aurait pas fait une grande différence. Au-delà de l'aspect qui sont les titulaires, est-ce que tu trouves, Joss, qu'il y a un problème de rotation à l'intérieur même des matchs? Je sais pas si je suis clair. Oui, oui, non, t'es clair. Oui, 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 oui. Moi, je trouve il pourrait découper le temps de jeu différemment. Je vois par exemple Dufus qui a eu 3 minutes en dernier match, qui a eu un petit peu plus là. Alors moi, on m'a expliqué que maintenant, ils sont avec l'armée mexicaine qu'on a d'analystes dans tous les sens. Ils mesurent quasiment à la minute les temps de jeu pour voilà pour gérer les potentiels. Alors ils ont probablement des données qu'on n'a pas aussi. Faut être clair là-dessus, qui leur font peut-être faire ces choix-là. Mais je trouve qu'effectivement, il utilise mal cette possibilité qu'il a de faire tourner plus. Alors, ça va concerner quand même surtout le secteur offensif, parce que je répète quand même qu'au milieu, bon, avec les grévistes d'un côté, les blessés de l'autre et les mecs comme Mouefek, un coup oui, un coup non, on est quand même un peu court au milieu. Donc il a moins de possibilités au milieu. Mais devant, en tout cas, il a 2 attaques, quoi. Et le temps de jeu de ces 2 attaques est effectivement, on le voit à l'écran, très mal réparti. Et alors, il doit avoir des raisons pour ça. Alors, la raison qu'il a donnée, c'est qu'il veut de la continuité. Mais ouais, c'est un peu too much, quoi. Voilà. Là, pour moi, le bon exemple, les 2 bons exemples de rotation qui pouvaient être faits samedi, c'est les 2 ailiers. Hmm. Davidashvili pour des raisons de mentalité et Boaki pour des raisons, là, clairement, de capot ouvert, quoi. Ouais. Là, il a les possibilités. Au milieu, il en a moins, donc OK, il refait jouer Tardieu, bah, parce que est-ce qu'il a une meilleure solution que Tardieu sur le banc? C'est pas sûr. Et on a vu les limites que ça avait. Autant devant, je comprends pas. Voilà. Par contre, je rebondis sur quelque chose que j'ai vu dans le chat tout à l'heure qui me paraît intéressant. C'est vrai que je l'avais oublié, mais il a quand même fait une petite modification tactique quand il sort un milieu et qui repositionne Boaki en espèce de 9,5 là. Effectivement, mais ça Heu, arrive à la où 80e. où où ouais, où il joue en 4-2-3-1. Ça arrive tard et c'est vrai que ça a pas été plus mal, dans cette version-là. Pour le temps que ça a duré, ça même été plutôt mieux. Mais donc voilà, peut-être que c'est les prémices de quelque chose. Mais c'est la première fois que je le vois changer de système Ouais. en cours de route. Sur le débat qu'on est en train d'avoir, mon cher Gab, comment se positionne notre audience? Ouais, bah, comme on disait, enfin comme je disais de base, effectivement, Orneland est pas mal visé. On a Vers 85 qui nous dit Orneland devrait enlever ses œillères et parfois se réinventer. C'est vrai que on le disait, il a un seul système et on n'a pas l'impression
qui puisse vraiment aligner son équipe d'une autre façon. On a Salim qui nous dit Orneland est trop borné. On a Kurko qui nous dit cela fait 10 mois qu'il est là. A-t-il fait progresser l'équipe? Il ne prend jamais la défaite pour lui. Euh, on a Zuber qui nous dit sur les cas un peu plus tactiques et notamment la rotation. On a Zuber qui nous dit j'aimerais beaucoup voir une association Dufus-Stassin en 4-4-2. On a aussi, à l'inverse, Étienne qui nous dit Orneland ne voudra jamais jouer en 4-4-2 alors qu'on a une équipe taillée pour ça. Avec, il nous dit entre parenthèses, Stassin qui serait faux neuf, accompagné de Cardo et Dufus, ou Dufus, pardon, en attaquant de pointe. On a Guy du Beaujolais qui, à l'inverse, nous dit mis à part titulariser Cardona, son 11 n'a pas été choquant, son 11 de départ. Le problème au milieu, c'est qu'il n'y a personne pour concurrencer un Tardieu cramé. C'est un peu ce que disait Joss sur la fin, puisque bah, Mouefek revient encore de blessure. On a Wolf74 qui nous dit être à fond pendant 90 minutes, ce n'est pas possible. Il faut réussir à temporiser parfois, surtout avec des joueurs moyens, parce qu'on va les cramer en 10 matchs sinon. Euh, on a bah, Vodka qui nous dit, on le disait, les changements ont encore été trop tardifs. Et, on a Pépito qui nous dit on a la possession, mais elle est trop souvent stérile. On a Étienne qui nous dit on a 4 attaquants de métier. En parlant de Stassin, Dufus, Cardo et Nguessan, attaquant de pointe, il nous parle. Et Stassin est probablement meilleur avec un gars à ses côtés, mais Orneland, je le disais dans un précédent commentaire, ne voudra jamais jouer en 4-4-2. Donc voilà, globalement, il y a pas mal de frustration sur les idées tactiques de notre coach norvégien. Ouais. Et c'est pour ça que je suis pas entraîneur, c'est que là vous parlez de 4-4-2, moi je me dis, vu qu'on a un problème de nombre de joueurs et un problème de sureffectif en attaque, au milieu et en attaque, bah pourquoi ne pas tenter un 4-2-4 et avec sur les ailes un Cardona et un Ben Holt qui sont capables de faire des efforts aussi un petit peu au milieu de terrain, un peu plus défensif. Bon, pourquoi pas? Ouais, c'est de la sémantique, hein, je pense que c'est à ça que les gens pensaient dans le 4-4-2. Ok, très bien. Parce que de toute façon, t'as pas C'est 4 modulable. milieux à mettre. Donc, Oui. Ouais. ce sera forcément, les 2 milieux excentrés, ce sera forcément plutôt des offensifs. Mais Ça c'est serait vrai que effectivement un 4-4-2 qui se changera en 4-2-4 en phase offensive. la doublette potentielle Stassin-Dufus, moi personnellement, j'aimerais bien que Corneland essaye, parce que c'est ces deux joueurs qui sont plutôt à l'aise avec le ballon, à l'aise avec d'un côté. Enfin, Stassin est très bon dos au jeu, Dufus est capable de prendre la profondeur et aussi capable de jouer dos au jeu. Donc c'est peut-être à terme aussi l'alternative à un système actuellement qui peut être Bah, assez fade. toute proportion gardée, ça pourrait être un peu le même style d'animation que l'Inter utilise avec Thuram Et Lautaro, et Lautaro Martinez. exactement. Mm. Exactement. Il est bientôt 22h, alors je vous propose qu'on parle un petit peu de la suite de ce qui arrive. Je pense qu'on a fait le tour sur ce Saint-Étienne-Guingamp. 3 est donc repassé premier de Ligue 2. La SSE perd donc son trône pour la première fois depuis la journée 2 de la saison. Et donc 3, ses stats, c'est 4 victoires en 4 matchs, 14 buts marqués et 4 encaissés en 4 matchs. Est-ce que finalement la bataille risque d'être plus dure que prévu pour le titre? Mon cher Valentin, qu'en penses-tu? Je sais pas si tu as vu des matchs de 3 cette saison. Moi, j'avoue que j'en ai pas vu un seul. J'ai pas vu, mais j'ai un peu regardé l'effectif et il y a beaucoup de joueurs qui étaient là la saison passée, donc ils ont pu entre guillemets capitaliser sur les fondements de la saison passée. Puis on n'oublie pas que c'est un club qui fait partie du City Group et qui donc en termes de dépenses, en termes de structure, peut on va dire ressembler à Saint-Étienne actuellement, on va dire. Moi en vrai, la comptabilité au mois de septembre, ça m'intéresse pas trop. Je m'intéresse surtout au jeu, savoir ce qui se met en place. Donc de dire maintenant qu'il y aurait une course à 3 à 4, franchement je sais pas, parce que Saint-Étienne est capable de gagner 9 matchs de suite et en janvier on peut ne plus parler déjà de course au titre avec voilà uniquement un cheval de course. Je sais pas, mais je pense que c'est bien. C'est bien que des équipes émergent dès le début de championnat, parce que justement on parlait d'humilité et si à Saint-Étienne on est capable de savoir que d'autres équipes aussi luttent, mine de rien, ça va permettre de mieux travailler et de savoir que voilà, rien n'est acquis.
de continuer à jouer et à prendre au sérieux ce championnat qui réserve parfois son lot de surprises. Hein. On l'a vu il y a 2 ans, quand on pensait ne jamais monter, on est monté. Quand on pensait monter, on n'est pas monté directement. Ouais. Donc je ne sais pas qui sera là dans 3-4 mois. Je ne sais pas si ce sera Montpellier qu'on va jouer samedi. Je ne sais pas si ce sera Guingamp. Mais dans tous les cas, ça fait du bien d'avoir des équipes qui nous collent au train, comme on dit. La petite émulation positive. Joss, par rapport au prochain match, à moins que tu aies un mot à dire sur 3 et sur le haut du classement actuel avec Non, Pau, Reims et je le veux Red juste dire Star. que je suis complètement d'accord avec Valentin. Ils sont visiblement très bien. On oublie souvent. Alors c'est vrai que la photo de ces 8 premiers matchs, c'est-à-dire finalement on n'a pas tant de marge que ça, mais c'est les 8 premiers matchs. Un championnat, ça reste, c'est une course de fond, hein, c'est pas un 100 mètres. Et je pense notamment au fait qu'il sur la durée, il y a probablement des effectifs qui vont un peu s'essouffler parce qu'ils sont courts. Faut pas oublier que Saint-Etienne aura encore la possibilité, si nécessaire, de faire des ajustements cet Oui. hiver. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui auront les moyens de le faire. Et je pense que ça, sur la durée, ça finira par faire une différence aussi. Voilà. Ouais. Il Eh ben, y a que trois qui peut le faire. J'ai bien l'impression justement par rapport, je parlais du City Group, il y a que trois, peut-être Montpellier aussi avec les quelques richesses qu'il leur reste, qui peuvent se permettre, je pense, au mercato Bah, d'hiver de Montpellier, renforcer un peu leur effectif. Bon, parce que ils ça n'ont reste pas beaucoup de Montpellier, quand même. ça reste Montpellier, mais ou Montpellier, Reims. justement, le 4 octobre, donc si je ne dis pas de bêtises, un samedi à 20h. Montpellier, donc, qui fait pas le meilleur début de saison possible. Peut-être qu'ils sont encore dans les difficultés de la relégation et de tout ce qui s'est passé en coulisses, la relation avec les supporters, l'institution montpelliéraine qui a été un peu endommagée avec les prises de position de Nicolin, etc., etc. Pas de 2 victoires consécutives depuis le début de saison. Une équipe qui marque peu, un but par match en moyenne, et qui encaisse peu, un but par match aussi. Une seule victoire à domicile en 4 matchs. Est-ce le bon moment, du coup, Joss, pour rebondir face à une équipe en délicatesse avec son public et qui ne s'est peut-être pas encore trouvé, qui n'est peut-être pas encore au point dans sa saison? Oui, c'est le bon moment, mais c'est le bon moment pour nous surtout. C'est le bon moment de montrer une réaction. Euh, voilà, moi j'attends beaucoup de ce match-là. C'est le match où on va pouvoir classer le match de samedi dans l'accident de parcours qui a servi de mise en garde ou dans le début de quelque chose qui ressemble à un problème de fond. Donc c'est un match à gagner. On fait les pronos à la fin, c'est ça? Ouais, Ou on les fait maintenant? Non, on les fait à la fin. on les fait à la fin. Donc c'est un match à gagner. Je pense qu'on va le gagner parce que je ne veux pas croire que ce groupe ne va pas réagir. Ok. Il a tout résumé. Il a tout résumé. Eh ben écoute, mon cher Valentin, ça va nous permettre de te découvrir un peu plus. Je vais pas te demander ce que tu imagines que Orneland va aligner comme composition, parce qu'il va être dans la continuité a priori. Mais qu'est-ce que toi tu aimerais voir ce week-end en termes de compo initial? J'aimerais voir tout autre visage. Déjà à commencer par un David Ashvili s'il joue. Je n'espère pas. Avec une attitude totalement. En fait, je veux voir un peu de fraîcheur aussi. C'est vrai que on en a Bah, parlé pendant toute l'émission. en termes de composition, qui est-ce que tu alignerais? J'imagine l'Arseneur dans les cages, mais sur les lignes du dessus. Défensivement, je crois pas qu'on ait trop le choix avec la suspension de Bernard. Donc, je pense que ce sera Anan, Nadé, Chico et Ferreira. Il y a Ça, je pense Stojkovic que ça qu'on n'a bouge. toujours pas vu aussi. C'est vrai, mais je crois que de ce que j'ai pu lire, il est pas Pas encore prêt. prêt, un peu Ok. trop frêle pour débuter en pro. Mais au milieu de terrain, j'aimerais bien voir Miladinovic parce que j'ai été assez surpris de ce joueur-là face à Reims et face à Amiens. Je trouve qu'il a vraiment une belle connexion avec le ballon et c'est c'est un beau dynamiteur au milieu de terrain. Là où Tardieu, lui, va plus casser les lignes par la passe, Miladinovic va plus voilà, aller de son corps, on va dire, Provoquer balle au pied. provoquer le pied exactement. J'aimerais bien le revoir. Parce qu'en plus, je pense qu'il faut les. Ouais, après, il y a Gadek Bekou n'en sera pas revenu. El Jamali aussi, j'aimerais bien revoir El Jamali. Qui, pareil, j'ai bien aimé contre Reims il y a 10 jours. Ouais, de la fraîcheur, faire souffler Tardieu, faire souffler Mouefek, enfin, laisser Mouefek se rétablir complètement parce qu'on a tendance aussi dès qu'il est de retour de blessure, à le refaire jouer direct et on voit Hmm. qu'au bout
de 50-60 minutes, il s'essouffle, il s'époumonne. Et Dufus, ouais, moi je veux voir Dufus. En fait, il m'avait impressionné face à Rodez en début de saison. Et après, bien heureusement, Stassin s'est réveillé, mais malheureusement pour lui. Donc ouais, peut-être faire souffler un peu Stassin ou pourquoi pas les aligner ensemble pour voir si les deux sont capables d'avoir une connexion et revoir Cardona parce que Cardona me manque tout le temps. C'est un joueur que je ne peux pas détester et qui en plus face à ce genre d'équipe, face à Montpellier, des équipes qui ont quand même un peu de bagage, je pense que ça peut être le genre de joueur qui fera la différence. Alors, mon cher Joss, j'imagine que sur la ligne défensive, tu mets les mêmes, mais On donne milieu sa et... compo rêvée, là, on donne sa compo rêvée ou on essaie Tu d'être un dis peu ta réaliste par rapport à compo... ce qu'il va faire? Tu dis ta compo à toi, pas celle d'Orneland. Ouais, alors Qu'est-ce ma qui se passe compo à si demain moi, on a ouais, Laurent sur le banc de la SSE? la défense sera la même que celle de Valentin, parce que je suis pas sûr qu'il y ait un max de possibilités. Je pense qu'il faut faire souffler Tardieu, parce que je pense qu'il a le capot qui fume, lui. En même temps, je vois pas trop de solutions. Alors, si je devais rêver, je dirais, bah, on tente un coup avec Jabert en 6, même si c'est pas son meilleur poste à mon sens. Et on tente vraiment de la fraîcheur avec Djamali et Miladinovic. Ou alors, on retente Mouefek. Moi, je sais pas où il en est, Mouefek, dans son retour en forme. Ou en tout cas, une alternance entre Mouefek et un des deux cités. Et devant, là, vraiment de la fraîcheur. C'est-à-dire, je garde que Stassin. J'envoie Davitashvili réfléchir quelques temps sur le banc. Je fais reposer Boaki, qui, à mon avis, aussi a besoin de souffler. Et je commence avec Cardona à droite. Et pourquoi pas Dufus à gauche. Dans une animation un peu Ah mouvante, oui, c'est vrai. qui permettrait aussi à Dufus, quand il prend la profondeur, de pouvoir prendre l'axe. Et ça obligerait évidemment Stassin à se décaler. Mais pourra bénéficier de la puissance de ce mec-là dans les ballons en profondeur. Ça peut être une idée. Voilà. Ok, très bien. Et ben maintenant Ouais, Mais qu'on c'est a... pas, mais c'est absolument pas ce qu'il va faire, hein. Non, bah non, 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 ça on le sait. Absolument pas ce Euh, qu'il va faire. Je vois que Montpellier, pardon, pendant que j'ose parler, j'ai été voir un petit peu par curiosité comment joue Montpellier et Montpellier joue de manière très offensive, hein. Donc ça promet peut-être d'être un très beau match et un match un peu notamment ça va ouvert. peut-être nous permettre ouais, de nous faire valoir sur le plan offensif avec toute la qualité qu'on a ou qu'on est censé avoir. Eh ben, on verra bien ça. Il va être l'heure de faire vos petits pronostics. Dans le chat, allez-y, balancez vos pronos sur ce Montpellier ASS. Et en attendant que vous vous exprimiez, on va donner la parole à Valentin pour ouvrir le bal. Qu'est-ce que tu imagines? Alors oui, petite précision, pour le match contre Guingamp, personne de l'équipe n'a marqué de points au niveau des pronostics. On voyait tous une victoire. Ouais, j'en aurais pas marqué non plus, je nous voyais finir invincible comme Arsenal à l'époque, donc voilà. Sans prétention. Le trophée de Non, Ligue bah, 2 en or, tu penses qu'ils le font ou pas? il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la VAR déjà. Il n'y a pas Oui. la VAR, donc je pense pas qu'ils vont se coltiner à mettre de l'or sur un trophée. Non, mais je vois 2-1, 2-1 parce que je vois Saint-Étienne gagner et rebondir comme Dieu l'a espéré. Et parce qu'en face, ça reste Montpellier, donc je vois un match ouvert, mais pas de là à ce que Saint-Étienne soit ultra dominant non plus, parce que, comme l'a dit Camara, c'est un match de gala et c'est un match pour se reconnecter avec le public montpelliérain. Donc je pense, et quand on voit l'effectif, Savanier, Mboukou, Mendy, c'est pas non plus des peintres, enfin pour ce championnat-là en tout cas. Donc je vois un match ouvert, mais Saint-Étienne ne va pas non plus voilà, faire une grande différence, mais quand même s'en sortir au bout du compte. Qui c'est qui marque? Dufus, un but de Dufus, et après, comme j'ai dit, c'est le genre de match pour Cardona, donc un Allez. but de Cardona pour finir. Cardona Dufus. Joss. Alors moi, je vois une victoire 0-2, avec un but de Stassin, parce qu'avec les ambitions de ce garçon, il ne restera pas 2 matchs de suite sans marquer. Et bon, j'aurais bien misé encore sur Nadé pour faire plaisir à l'infirmière, il fallait quand même pas marquer tous les matchs. Donc, je vais choisir un autre chouchou d'une autre personne qui est la petite Anne du gang des Binous, que je salue. Ça sera Cardona, parce que Cardona, je pense qu'il ronge son frein et que s'il a la chance d'être titulaire, il marquera. Exactement. Ok, très bien. Moi, je vais donner mon petit prono et ensuite on ira vers Gab. Moi, je vais dire que on va voir un match avec beaucoup de buts. On va voir un 2-2. Malheureusement, pas une victoire. Et en but, j'aimerais bien voir Dufus marquer, donc je vais dire Dufus. Et puis pourquoi pas une frappe de mulet de Jabert.
Gab, qu'est-ce que nous pronostique le chat et quel est ton pronostic à toi, bien sûr? Bon, on va donner priorité au chat rapidement. Du coup, on a quand même pas mal de positivisme. On a Vodka qui nous dit victoire et réveil obligatoire 0-2, but de Stassin et Cardona. On a Fan de Synthé qui nous dit il va y avoir une réaction à Montpellier, on va gagner 1-3. On a Laurent Levrat qui voit comme toi Keun un 2-2. On a Pépito, c'est la seule défaite de pronostiquer qui voit un 2-0 pour Montpellier malheureusement. On va espérer qu'il se trompe. On a Céline qui voit 1-2 pour Saint-Etienne, comme Barça RDZ qui voit une victoire sur le fil 1-2. Et moi personnellement, je vois également un 1-2 avec un doublé de Stassin comme l'an dernier. Un Ah match oui, qui était assez chaud Oui. à la Mosson. on s'en souvient, on s'en souvient. Très bien, eh ben merci beaucoup. Eh ben écoutez, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut pour partir sereinement dans le sud de la France. Donc, eh ben écoutez, on va vous souhaiter à toutes et tous un très bon match ce week-end. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour débriefer ce Montpellier-Saint-Étienne. Merci Valentin, merci Joss, merci Gab Merci à pour vous. Merci à votre tous. Bonne présence. soirée à tout le monde. Et à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.